Amis, prenez place et installez-vous confortablement. L'ouvrage d'aujourd'hui est un dictionnaire, et par conséquent, je dirai des termes avec les histoires qui y sont associées. Commençons par le premier terme qui est aligoté. Aujourd'hui, personne ne boit plus guère de vin aux vignes, mais en 1966, lors de ses premières vendanges à Chorey-les-Beaunes, on apportait vers 10 heures des barillet ou des bouteilles d'aligoté à cette belle jeunesse qui n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Le vin guilleret se mariait d'amour avec les sandwichs au hareng sort qui requinquaient la troupe après les premières heures de coupe dans la fraîcheur du matin. Une petite rasade de marque et c'était reparti jusqu'au déjeuner, dans la joie malgré de nombreuses coupures au doigt, en ces temps anciens où les sécateurs n'avaient pas de bout arrondi. Les analyses de son ADN montrent que l'aligoté, sans doute originaire du sud de la Bourgogne, est issu du croisement du pinot noir et du gouais, comme le chardonnay, le gamay, le melon muscadet ou le romorantin. Contrairement à ce qui se lit parfois, son nom n'a rien à voir avec le vieux verbe harigoter ou haricoter, qui veut dire couper en petits morceaux et qui a donné le fameux haricot de mouton, sans haricots. Il n'a non plus aucune parenté avec l'aligot de l'Aubrac, cette roborative purée de pommes de terre rendue filante par la tome. L'aligoté de Bourgogne ferait toutefois assez bon ménage avec lui, mais il s'en trouve guère dans ces montagnes au milieu de nulle part. Aucun rapport non plus avec l'ail dont on ne retrouve pas l'odeur dans son spectre aromatique. En revanche, il accompagne très bien les escargots à la bourguignonne qui, eux, en sont abondamment parfumés. Il n'est fait mention de lui qu'à partir du début du XIXe siècle et son nom dérive sans doute de Gau, un ancien nom du Gouais. Ce vigoureux et rustique cépage est aujourd'hui cultivé sur moins de 2000 hectares dans toute la Bourgogne, sauf dans la Nièvre. Il entre dans la composition du crément de Bourgogne, auquel il apporte l'acidité nécessaire. Vinifié seul, il peut bénéficier de l'appellation Bourgogne aligoté, dont le rendement peut légalement monter jusqu'à 75 hectolitres l'hectare. Le succès du kir a permis sa survie. Le prochain terme est Auxerre. La capitale iconaise d'Icona, le nom gaulois de Lyon, qui était divinisée et vénérée en ces lieux, domine la Basse-Bourgogne. Attention de ne pas heurter les oreilles indigènes et à bien prononcer Auxerre, comme cela s'écrivait au Moyen-Âge, en souvenir de son nom gallo-romain Doteciodorum, la forteresse du chef Otesios. Les copistes ont pris l'habitude d'abréger le double S par une croix, laquelle a progressivement été prise pour un véritable X et prononcée X, en particulier à Paris, comme dans les mots taxe, luxe ou fixe. L'ancien duché de Bourgogne est demeuré attaché à une prononciation des toponymes fidèles à leur étymologie. Par exemple dans Alos, Auxerre, Aussois, Aussonne, Bruxelles, Ficine, etc. Tous ces noms dans lesquels le X est compris entre deux voyelles se prononcent à l'ancienne, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions de France, par exemple pour Saint-Mexan ou Maxéville. Les invasions burgondes ne sont pas parvenues à effacer le beau parler latin en Bourgogne, ni, bien entendu, le X final de Vercingétorix qui siffla aux oreilles de César. Auxerre jouit d'une situation remarquable, sur les pentes de la rive concave d'un méandre de Lyon tourné vers le soleil levant, là où le fleuve s'élargit et permet une navigation plus facile vers Paris et la mer. Oui, vous avez bien entendu, le fleuve, car le débit moyen de Lyon à Montreux est de 93 mètres cubes seconde, contrairement à 80 pour la Seine. Cette erreur géographique et hydrologique remonte à l'époque gauloise, et plusieurs hypothèses ont été avancées pour l'expliquer. Le prestige religieux de la déesse Sécana, plus grand que celui d'Icona, et le poids politique, militaire et économique des tribus de l'amont de la Seine, des Lingons en tout premier lieu, les deux facteurs s'étant peut-être conjugués. Le rôle ancien d'Auxerre repose aussi sur le choix de Rome d'y faire passer la grande Via Agrippa, Lyon, Châlons, Sens, Boulogne-sur-Mer. Sans doute le tracé d'un ancien chemin gaulois. Au Ve siècle, enfin, la ville s'impose dans la chrétienté
grâce à la personnalité de l'évêque Germain qui deviendra Saint-Germain l'Auxerrois, fameux pour sa lutte victorieuse contre l'hérésie du pélagianisme qui affirmait le primat du libre arbitre sur la grâce. La région connaît au cours du millénaire suivant, jusqu'à la réunion de la Bourgogne à la France, à la fin du XVe siècle, d'innombrables conquêtes, incendies, pestes, mais les périodes fastes l'emportent et ont laissé à Auxerre un beau patrimoine architectural. La cathédrale Saint-Étienne, l'abbaye Saint-Germain, plusieurs églises, la tour de l'horloger qui fut fortification avant de devenir beffroi, signe des libertés accordées aux habitants, comme il s'en trouve dans un bon nombre de villes bourguignonnes, comme Beaune, Nuits-Saint-Georges, Châlons, Cravant, etc. Auxerre a longtemps vécu du commerce des productions de la Basse-Bourgogne et du Nivernais expédiés en direction de Paris, principalement le bois arrivant du Morvan par flottage et le vin collecté dans les environs et voyageant par le coche d'eau qui gagnait Paris en 3 jours. Les vignobles actuels de Saint-Brie-le-Vineux, on y cultive le Sauvignon comme à Pouilly-sur-Loire, Irancy et Coulanges-la-Vineuse, sont les vestiges de la mer de vigne qui servait à étancher l'immense soif parisienne et au-delà. Il s'agit à l'époque principalement de vin blanc qui est jugé excellent. Un moine franciscain italien, Fra Salimbene, qui visite la Bourgogne en 1247, décrit l'immense étendue des vignes autour d'Auxerre et la qualité du vin qui y est produit et qui descend ensuite par voie d'eau vers Paris. Dit-il, les vins d'Auxerre sont blancs, parfois couleur d'or, odoriférants, roboratifs, de grande et bonne saveur. On produit aujourd'hui en Auxerrois des vins sympathiques et goulayants, susceptibles de concentration et de profondeur dans les millésimes de soleil, ce qui est vrai de tous les vins du nord-est de la France et même de beaucoup de ceux qui produit la Côte d'Or. Seul Chablis a su acquérir l'autonomie et une notoriété internationale au XXe siècle et, de ce fait, adapter sa vitiviniculture afin de la hisser vers le meilleur. Le prochain terme est Avallon. La collégiale Saint-Lazare d'Avallon, qui date du XIIe siècle, est construite exactement sur la limite géologique du socle ancien et de la couverture sédimentaire, signant ainsi la fonction de pôle d'échange de la cité entre montagne et plateau. Elle est l'une de ces villettes du pourtour morvandiau, comme les qualifie Jacqueline Bonamour dans sa thèse de géographie humaine qui porte sur la région. Elle a fière allure sur son site perché et fortifié qui domine la fraîche vallée du Cousin, laquelle, selon Victor Petit, dans sa description de Lyon en 1870, n'est belle que vue de la ville, alors que la ville n'est réellement belle que vue de la vallée. Le mot est plaisant, mais injuste, car Avallon a conservé de son passé prospère de belles tours médiévales. Sa devise, tirée du psaume 60, le rappelle. Esto nobis domine turis fortitudinis. Sois pour nous, Seigneur, la tour de notre vaillance. Des couvents, un splendide hôpital, ainsi qu'un ensemble de maisons bourgeoises et de relais de poste du XVIIIe siècle. Longtemps, comme à Saulieu, on s'y est arrêté pour faire ripaille sur l'un des chemins menant de la capitale à Lyon et à la Méditerranée. Napoléon s'y arrêta au retour de l'île d'Elbe. Gault et Milhaud évoquaient le déferlement des gastronomes motorisés. Monsieur Hure, chef de l'hôtellerie de la Poste, régalait ses hôtes de truites de la Cure farcies aux fumées de Chablis et de côtelets à la moutarde, le tout largement arrosé de vins iconés, comme le Chablis, l'Épineuil, l'Irancy et Côte d'Orient. C'était avant les contrôles d'alcoolémie qui interdisaient désormais les excès qui coûtèrent la vie à tant d'imprudents, incapables, lorsqu'ils sortaient de table, d'éviter les platanes bordant les anciennes routes royales. Le prochain terme est Joseph Berchoux. Aux confins de la Bourgogne et du Forez, et donc davantage dans la mouvance lyonnaise que dijonnaise, le Brionnais est un petit pays d'herbage qui fait saliver les amateurs de belles viandes rouges, en raison de ses beaux élevages de charolais, dont le commerce de gros est organisé autour de la foire de Saint-Christophe, l'une des plus importantes de France. Classée site remarquable du goût, c'est à Marcigny, 9 rue des Abbégeries, où sa maison existe toujours, que vient s'installer en 1805 Joseph Berchoux, juge de paix de petite noblesse,
qui y restera jusqu'à sa mort en 1838. Né Joseph de Berchoux en 1760 à Saint-Symphorien-de-Laye, dans le Forez, il laissera tomber sa particule pendant la Révolution, mais non ses sentiments monarchistes qui lui vaudront une pension de la part de Louis XVIII. Vivant de ses rentes dès 1796, il écrit divers ouvrages d'histoire, des essais, des articles dans la Gazette de France. Mais rien de cette œuvre abondante ne passera à la postérité, à l'exception de son vrai titre de gloire, le poème qu'il publie en 1801 et qu'il intitule La gastronomie ou L'homme des champs à table. Gastronomie est un mot grec qui signifie la législation de l'estomac, mais il n'est jamais question dans son ouvrage d'une manière aussi sérieuse et ennuyeuse. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas connu le succès et fait l'objet de rééditions, par exemple en 1803, en 1805, etc., même jusque plusieurs rééditions au XXe siècle. Il a aussi été traduit en anglais, en italien et en espagnol. Ce mot savant est le titre d'un ouvrage perdu d'Archestrate, poète et voyageur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Uniquement connu par des citations dans le banquet des savants d'Athénée, il avait été utilisé une première fois en 1623 dans une traduction en français de ce dernier, mais n'avait pas alors franchi les bornes de l'érudition. Berchoux l'emprunte pour se livrer à un aimable éloge de la bonne chair et du bien vivre, le faisant aussitôt entrer en fanfare dans le langage courant. Cet amusant procédé littéraire qui consiste à habiller de mots savants un peu ridicules, un aimable propos sera pris un quart de siècle plus tard par un autre magistrat originaire de la contrée voisine, qui est le Buguet, Brillat-Savarin, est l'auteur d'un ouvrage au titre pseudo-médical, mais au contenu plein d'empathie pour le genre humain, Physiologie du goût, qui connaîtra pour sa part un succès plus grand encore que la gastronomie, et ce jusqu'à aujourd'hui. Le prochain terme est Saint-Bernard de Clairvaux. Il est l'une des plus hautes figures de la Bourgogne. Saint-Bernard échappe totalement à la culture truculente de cette province, culture qu'elle a sans doute construite postérieurement à son temps et amplifiée au fil des 3 ou 4 derniers siècles. Aucun moment de son existence ne prête à sourire. Même si l'on est dubitatif quant à l'influence du prénom sur la personnalité, cet homme du XIIe siècle a toute sa vie durant illustré l'étymologie de son patronyme d'origine germanique, qui veut dire ours fort. Hiberné loin du monde à 22 ans et en devenant moine et en entraînant à sa suite 30 de ses proches, et choisir en outre un ordre qui applique l'une des interprétations les plus austères de la règle de saint Benoît, peut se comprendre en ces temps de flamboyance de la foi. Ne transiger sur rien aussi, mais parvenir en temps à parcourir l'Europe en tous sens, à dominer les débats théologiques, politiques et géostratégiques de son époque, en refusant tous les honneurs, parmi lesquels celui d'être pontife. Voilà qui signe une vie peu banale dont l'immense influence s'est étendue à la Bourgogne, à la France, à l'Europe, à la planète entière par l'essaimage de l'ordre cistercien et le rayonnement ultérieur de la culture européenne sur les 5 continents. Tout cela malgré une constitution fragile, une santé rendue chancelante par les privations et les mortifications, par une vie passée dans des abbayes de pierre sauvage, pour reprendre le titre de superbe roman de Fernand Pouillon, humide et traversé de courants d'air glacé. Saint Bernard est un être inflexible, il ne cherche nullement à se faire aimer, ni à se rendre sympathique. Pierre Aubet, son biographe érudit le plus récent, partagé entre l'admiration et l'horripilation, l'appelle son rhinocéros laineux. Il décrit un homme central d'un temps que nous ne comprenons plus, multiple, hors de toutes les catégories, irritant souvent, parfois intolérable, à ses admirateurs même, mais doué d'une aura qui le rend inoubliable par-delà même ce qui nous apparaît comme des fourvoiements. Il y a moins de considération chez Georges Duby. Une ardente volonté de puissance animait Bernard comme tous ses amis, tous ses camarades. Ils étaient de ces hommes redoutables, persuadés de détenir la vérité, qui, brisant les obstacles, la fin justifiant à leurs yeux les moyens, entendent forcer leurs contemporains à vivre selon le modèle qu'ils ont forgé. Michelet, en revanche, pourtant
peu suspect de complaisance à l'égard de l'Église, cache mal sa fascination. Jamais il ne voulut entendre à être autre chose qu'un moine. Il eût pu parvenir archevêque et pape. Forcé de répondre à tous les rois qui le consultaient, il se trouvait tout puissant malgré lui, et condamné à gouverner l'Europe. C'était un esprit plutôt qu'un homme qu'on croyait voir. Quand il paraissait ainsi devant la foule, avec sa barbe rousse et blanche, ses blonds et blancs cheveux, maigres et faibles, à peine un peu de vie aux joues, pique. Voilà un personnage dont il valait mieux être l'ami que l'ennemi. Abelard l'apprendra à ses dépens. Le prochain terme est Charles de Brosse. Le président de Brosse, 1709-1777, est un peu oublié des Français, sauf à Dijon où sa mémoire survit dans le nom de l'un des boulevards de ceinture de la vieille ville. Pourtant, il fut un homme de poids dans la Bourgogne du XVIIIe siècle, sans avoir toujours bien compris ce qui changeait en France et se préparer pour la fin de siècle, à la différence de son ami Buffon, à qui l'on prête le jugement suivant dans les années 1780. Je vois venir un mouvement terrible et personne pour le diriger. Il fut aussi, et c'est ce qui le rend à l'auteur très sympathique, un passionné de géographie. On lui doit une histoire des navigations aux terres australes, publiée en 1756, dans laquelle il plaide pour des campagnes d'exploration en vue de leur exploitation et crée les mots Australasie et Polynésie. Ce dernier, désignant l'ensemble des îles du Grand Océan, ses lettres d'Italie, publiées après sa mort, sont des petits bijoux témoignant d'un sens aigu de l'observation, sans lequel, même au XXIe siècle, il ne saurait exister de bonne géographie vivante et susceptible d'éveiller l'intérêt hors de la chapelle des universitaires et des chercheurs. Très bien né, dans le bel hôtel Févret de Saint-Mesmin, situé sur la place Bossuet, Charles de Brosse est fils d'un conseiller au Parlement de Bourgogne, rentier aisé largement titré, et d'une mère bien dotée. Après de sérieuses études au collège jésuite des Gaudrans, condisciple de Buffon, à qui il restera très lié, et à la toute jeune faculté de droit de Dijon, sa vaste culture le fait nommer à 21 ans conseiller au Parlement de Bourgogne. Il y fera toute sa carrière en devenant président à Mortier en 1741, puis premier président en 1771. En dehors de sa passion pour les voyages, son goût de l'érudition porte ses recherches vers Sallust et vers des sujets aussi variés que l'exhumation de Pompéi et d'Herculanum qui est en cours, le culte des fétiches, la formation des langues. Il rédige également un certain nombre d'articles, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cela lui vaut d'être élu membre de l'Académie de Dijon, mais aussi correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il aurait aimé être candidat à l'Académie française, mais Voltaire s'y est fortement opposé. Les raisons n'en sont pas très nobles. Voltaire avait fait preuve à l'égard de Charles de Brosse de sa pingrerie habituelle au moment où il avait voulu lui racheter en 1758 le comté du Tournai, qui lui appartenait aux portes de Genève et où Voltaire possédait la propriété nommée Médéis. À son habitude, il ne lui pardonna pas de ne pas avoir admis que traiter avec un tel génie était une faveur qui exigeait que l'on n'en comptât point et que toute autre attitude relevait de la mesquinerie. L'estime dans laquelle le tenait son ami d'enfance Buffon, qui lui fut élu en 1753, ne suffit pas à vaincre l'acrimonie de Voltaire qui s'exerçait aussi à l'encontre d'un autre bon bourguignon, Piron. À sa mort, Buffon écrivit au comte de Tournai, frère du président de Brosse, l'éloge suivant. Ce qui lui donnait cette avidité pour tous les genres de connaissances, quelques élevés, quelques obscurs, quelques difficiles qu'ils fussent, c'était la supériorité de son esprit, la finesse de son discernement qui, de très bonne heure, l'avait porté au plus haut point de la métaphysique des sciences. Il en avait saisi toutes les sommités et sa vue s'étendait d'en haut jusqu'à les plus petits détails, au point de ne laisser échapper aucun de ces rapports fugitifs que le coup d'œil du génie peut seul apercevoir. Charles de Brosse était un homme affable, bon vivant, joyeux compagnon, en somme, un vrai bourguignon. Le prochain terme est
Buffon. Georges-Louis Leclerc de Buffon est né roturier en 1707, fils d'un gabelou, président du grenier à sel de Montbard. L'un des 253 qui existaient encore en France à cette époque. Grâce à un héritage de son épouse, son père achète au président du Parlement de Bourgogne, Jean Bouillet, la seigneurie voisine de Buffon. Comme l'écrit son biographe, Yves Lessu, une savonnette à vilain qui lui permet d'accéder à la particule, puis d'acquérir un peu plus tard une charge de conseiller au même Parlement. La famille s'installe alors dans un hôtel particulier de Dijon et Georges-Louis est inscrit au collège des jésuites de Gaudran qui forment tous les jeunes gens de bonne famille de la province. Son père le pousse vers le droit, mais lui préfère les mathématiques et les sciences. De 1726 à 1731, il entame un tour de France et d'Italie, étudie dans diverses universités, rencontre des savants, apprend les langues étrangères qui lui permettront de publier des traductions, aiguise sa curiosité et acquiert l'esprit encyclopédiste qui ne le quittera plus. Il s'installe ensuite à Paris où son agilité intellectuelle et sa grande culture le font rapidement remarquer. En 1733, il entre à 26 ans à l'Académie des sciences dont il deviendra secrétaire perpétuel 11 ans après et, un peu plus tard, à la Royal Society de Londres où il compte de doctes amis avec qui il correspond régulièrement. La République européenne des lettres a son pendant du côté des sciences, et les deux univers sont alors très osmotiques, ce qui n'est hélas plus le cas aujourd'hui. Buffon gravit rapidement un nouvel échelon. En 1739, à 32 ans, il est nommé intendant du jardin et du cabinet d'histoire naturelle du roi. Pendant près de 40 ans, il va réaliser son œuvre, c'est-à-dire principalement son histoire naturelle. En partageant son temps entre Paris et la Bourgogne, il passe 4 mois par an au Jardin des Plantes, son beau bureau meublé et orné de tableaux naturalistes chatoyants, commandé par lui est toujours celui du président du Muséum d'histoire naturelle. On y voit une incroyable pendule sous globe, entourée de tous les animaux de la création en orfèvrerie, cadeau de ses disciples. Homme des Lumières, certes, Buffon l'est, mais il est aussi très attaché à la monarchie. Louis XV érigera en comté sa terre de Buffon en 1772, et c'est un croyant. Il est d'usage de dire qu'il n'assistait à la messe à Montbard que par souci des convenances. Mais il semble plutôt qu'il souhaitait creuser ses hypothèses scientifiques sans les mêler de théologie. S'il avait été athée, ou même seulement vaguement déiste, aurait-il placé le développement suivant dans son discours de réception à l'Académie française le 25 août 1753. Pourquoi les ouvrages de la nature sont-ils si parfaits ? C'est que chaque ouvrage est un tout, et qu'elle travaille sur un plan éternel, dont elle ne s'écarte jamais. Elle prépare en silence le germe de ses productions, elle ébauche par un acte unique la forme primitive de tout être vivant. Elle la développe, elle la perfectionne par un mouvement continu et dans un temps prescrit. L'ouvrage étonne, mais c'est l'empreinte divine dont il porte les traits qui doit nous frapper. L'esprit humain ne peut rien créer, il ne produira qu'après avoir été fécondé par l'expérience et la méditation. Ce discours mérite d'être relu dans son intégralité. Il n'a pas pris une ride, surtout en un temps où les humanités jargonnent à l'envi. Buffon y développe ses idées sur le style, sur l'abîme qui sépare l'éloquence de la facilité naturelle de parler. Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent très bien, écrivent mal. C'est dans ce discours qu'il prononce cette phrase devenue un lieu commun pour les stylisticiens et les critiques littéraires. Le style est l'homme même. Pourtant, le contexte indique plutôt que Buffon a voulu faire allusion au contenu de la pensée exprimée par le style et que l'homme dont il parle est celui qui résonne avec intelligence et clarté. Il affirme d'ailleurs un peu plus loin qu'un beau style n'est tel en effet que par le nombre infini des vérités qu'il présente. En bon bourguignon, enfin, Buffon aime le vin, et il connaît ses vertus, même pour les nourrissons. On ne fait pas téter l'enfant aussitôt qu'il est né.
On commence par lui faire avaler un peu de vin sucré pour fortifier son estomac. Il n'y a plus un pédiatre, hélas même bourguignon, qui prescrit encore ce vin d'honneur destiné à accueillir l'enfant qui vient de naître et adoucir son traumatisme. Buffon cultive des vignes sur ses terres, mais Montbard et ses environs ne sont guère gâtés par le climat. Il ne se fait aucune illusion quant à sa production. Ce vin est bien médiocre, et il vaudrait mieux que la grêle fût tombée sur son finage que sur celui de Beaune, de Pomard et de Volnay. L'homme de goût que voilà. Le prochain terme qui, lui, m'étonne par ses premières lignes. Le terme suivant est Burgonde. La Bourgogne tire son nom d'un peuple germanique relativement mal connu, les Burgondes. Leur histoire ancienne se perd dans les brumes de la Baltique, à Bornholm, une île située au sud de la Suède, à 150 km des côtes du Danemark. Son actuel pays de rattachement est jadis nommé en vieux norrois Burgondaholm. Les ancêtres des Burgondes sont donc des Germains du Nord-Est, les mêmes que ceux des Vikings, ce qui explique que les régions de France où l'on trouve encore aujourd'hui le plus de blonds aux yeux bleus sont l'Alsace, la Franche-Comté et la Bourgogne à l'est, la Normandie et le nord de la Bretagne à l'ouest. Ils étaient sans doute implantés sur cette île quelques millénaires avant notre ère grâce à la fonte des glaciers du Würm à un climat relativement tempéré, à des sols propices à la culture céréalière et à de gras herbages permettant l'élevage bovin. La pêche au cabillaud, au hareng et au saumon, espèces qui abondent sur ces côtes, y rendait. Et y rend encore la vie plutôt douce. C'est aujourd'hui un petit paradis des sports nautiques. Néanmoins, il est probable que, dans les premiers siècles de notre ère, une densité de population trop élevée ait entraîné un certain nombre d'habitants à émigrer vers le continent. Navigateurs, bons guerriers et paysans avisés, ces Burgondes ont tout pour réussir. Entre le 1er et le 3e siècle, selon Pline l'Ancien et Ptolémée, ils sont installés entre l'Oder et le Vistule. Puis, victimes d'une défaite contre les Gépides, l'un des peuples germaniques qui acceptent mal leur arrivée, et sans doute informés des richesses de l'Empire romain. Ils se lancent dans une longue migration vers le sud-ouest, peut-être en grossissant leurs troupes au passage et unissant à certains moments leurs forces à celles de leurs cousins les Alamans, parfois en bataillant contre eux. Au IIIe et IVe siècle, ils sont stationnés dans la région du Main. De nombreux combats ont lieu entre eux et l'armée romaine. Ils demeurent dans les parages du Rhin, occupés à défendre leur position contre d'autres redoutables envahisseurs, les Huns, qu'ils défont en 428-429. 3000 guerriers parviennent à tuer 10 000 Huns, si l'on en croit Socrate le scolastique. Ces derniers se vengeront quelques années plus tard, mais les Burgondes survivent. Petit à petit, au contact des Romains, ils évoluent, se civilisent et se convertissent bientôt au christianisme nicéen. Certains historiens aujourd'hui répugnent à hiérarchiser les civilisations celtiques, gréco-romaines et germaniques. La comparaison de leur production matérielle, paysages ruraux et urbains, architecture, outillage, etc., intellectuelle, philosophie, droit, langue, littérature, etc., et spirituelle, religion et art, invite pourtant à reconnaître la supériorité du monde romain hellénisé par rapport aux cultures des peuples qu'il a conquis ou qui l'ont conquis après les 3 siècles de la Pax Romana, comme les autres peuples germaniques ont venu des steppes de l'Asie centrale. Les Burgondes ont été des conquérants s'imposant aux Gallo-Romains, mais en réalité très vite héritiers des plus hautes valeurs de la romanité. Plus tard, c'est exactement ce qui arrivera en Chine avec la victoire de Genghis Khan. Sans tarder, les Mongols se convertirent au raffinement des vaincus. Après bien des vicissitudes, les Burgondes parviennent dans la seconde moitié du 5e siècle à se constituer un vaste royaume qui rassemble 25 cités et va de Nevers à Bâle et jusqu'en Avignon au sud, en se mêlant aux Gallo-Romains sans heurts majeurs.
On lit dans la chronique de Frédéguerre, écrite bien après les événements, ce passage qui décrit de manière plausible leur implantation en Gaule. Les Burgondes furent invités par les Romains ou les Gaulois qui habitaient la Lyonnaise, à s'établir parmi eux, avec femmes et enfants, pour leur permettre de ne plus payer le tribut à l'Empire. C'est un témoignage de la complexité des grandes invasions qui furent le plus souvent violentes et destructrices, mais parfois pacifiques et sagement tournées vers le métissage. Les Burgondes participent sous les ordres du général Aetius à la vaste coalition qui vient à bout d'Attila en 451 au cours de la bataille des Champs Cataloniques, près de Châlons en Champagne. Par la suite, ils deviennent pleinement romains. Leur roi, Gondebaud, élevé à la Ravenne, devient patrice et généralissime de l'Empire d'Occident. À 5 siècles d'intervalle, il y a des correspondances étonnantes entre les Burgondes et la tribu gauloise des Héduens, qui appela de ses voeux l'intégration celtique à Rome. Ce sont eux que Goscinny et Uderzo fustigent dans l'album d'Astérix intitulé Le combat des chefs, qui suggère de manière anachronique un conflit entre des résistants et des collaborateurs. Sans tomber dans le déterminisme physique, nul doute que la position de carrefour de la Bourgogne, traversée de grandes voies de communication nord-sud et est-ouest, a facilité cette appétence pour les civilisations de la Méditerranée. 2 ou 3 siècles de migration ont totalement transformé les descendants de ce petit peuple insulaire de la Baltique pour en faire le creuset d'un grand État qui faillit dominer l'Europe entière à la fin du Moyen Âge. L'un des témoignages remarquables de cette intégration des Burgondes à la romanité est d'ordre législatif. Il s'agit de la Lex Burgundionum ou Lex Gundobada, loi de Gondebaud, déformée en Lex Gundbata, traduit de manière charmante en français par loi Gombette. Ce corpus juridique datant de 501 ou de 502 mêle le droit romain aux coutumes burgondes. Venant de ces dernières, il accorde, par exemple, une protection spéciale aux femmes, en particulier en cas de divorce, restitution de la dot et versement de dommages, ou dans le domaine de la garde des enfants en cas de veuvage. Les esclaves affranchis ne peuvent être de nouveau réduits à leur état antérieur. L'installation des Burgondes en territoire romain est codifiée de manière à ne pas ruiner les occupants précédents. Les terres attribuées aux colons ne peuvent être revendues, ce qui incite à la meilleure mise en valeur possible, évite la spéculation et stabilise la population d'immigrants. Quelques dispositions concernent le respect de la propriété foncière d'autrui. Comme dans d'autres lois germaniques, les bris de clôture sont sévèrement punis, preuve de la matérialisation de la propriété s'effectue en général par une haie morte ou vive, ou par un mur, et que le paysage de champs ouverts n'existait pas encore. Quoi qu'en ait pensé Gaston Roupnel dans son histoire de la campagne française, qui le fait remonter au brachycéphale du néolithique, les dégâts occasionnés aux vignes ou les vols de vendanges le sont également, allant jusqu'à la mort si le coupable est un esclave. Elle ajoute même, signe de la grande affection dont le vignoble fait l'objet chez ces anciens buveurs de bière, mot d'origine germanique, alors que cervoise est d'origine celtique et d'hydromel. Si quelqu'un s'introduit de nuit dans la vigne au moment des vendanges, et s'il est tué dans la vigne par le gardien, le maître ou les parents de la victime ne pourront pas se plaindre. Pas de doute, nous sommes bien dans le territoire préfigurant la Bourgogne où la vigne est plante sacrée. Pour de multiples raisons, parmi lesquelles l'orgueil bafoué, de nombreux meurtres et l'appétit de pouvoir se mêlent, comme dans toutes les histoires de l'Europe, en ces temps troublés de fin d'empire. Les Francs emportent plusieurs victoires qui leur assurent en 534 la pleine possession du royaume burgonde, lequel n'aura donc vécu que quelques décennies. Il est partagé en 3 territoires. C'est Théobert, premier du nom, petit-fils de Clovis, qui hérite de la partie qui ressemble le plus à la Bourgogne actuelle. Cité de Langres, Dijon, Besançon, Nevers, Autun, Châlons et, plus vers l'est, Windisch, dans le nord de la Suisse actuelle et Valais. Ses habitants sont désormais des gallo-romano-burgondo-francs.
parodiant Maurice Chevalier, et tout ça, ça fait d'excellents bourguignons. Cette Bourgogne du Nord sera à géométrie variable, jusqu'au traitement de Verdun, signé en 843 par les petits-fils de Charlemagne qui séparent pour très longtemps le duché à l'ouest de la Saône, partie de la Francie, puis de la France, du comté à l'est, terre lotharingienne et d'empire. À quoi ressemblaient les Burgondes? Blonds aux yeux bleus? Certainement, comme on l'est sous les hautes latitudes dont ils sont originaires et où le rayonnement ultraviolet est faible. Grands, sans doute aussi, géants même, si l'on en croit Sidoine Apollinaire qui les décrit en 469. Ce sont des Européens du Nord disposant d'une alimentation plus riche en protéines animales, viande, poisson, lait, que les Méditerranéens. Leurs gènes ont vaillamment survécu chez un petit nombre de Bourguignons, malgré les métissages décidés ou subis dès leur arrivée et au fil des siècles. C'est la magie des lois de Mendel, avait-il, comme le prétend encore Sidoine Apollinaire, les cheveux longs, graissés de beurre rance, probablement au début, mais ils se sont débarrassés bien vite de cette coutume peu ragoûtante, de même que leur cuisine est sans doute devenue plus délicate, qu'ils ont cessé d'empester l'ail et l'oignon, et que leur langue gutturale, au rauque accent germain évoqué par Sidoine, s'est assouplie en s'imprègnant de bon latin. Le prochain terme est Chablis. Le nom de Chablis, charmant bourg médiéval de la vallée du Surin, a connu dans la seconde moitié du XXe siècle une célébrité mondiale, grâce à l'originalité et à la qualité de ses vins, mais aussi parce qu'il est le vignoble important le plus près de Fontainebleau. Aucun rapport avec le château royal, mais avec la présence dans cette ville du Sheik, le grand quartier général des forces de l'OTAN en Europe de 1949 à 1967. Le dimanche, les officiers américains sautaient dans leur jeep, se rendaient à Chablis en deux temps, trois mouvements. Ni les radars routiers ni les alcotesses n'existaient en ce temps-là. Dès la fin de la prohibition en 1933, les acheteurs américains avaient commencé à importer du Chablis, le vin blanc sec populaire des bistrots parisiens où il avait découvert et dont il pouvait facilement prononcer le nom. Parmi eux, Frank Schumacher et un certain Alexis Lichine, d'origine russe, qui deviendra ensuite exportateur et grand propriétaire en Médoc. Tous deux encouragent les vignerons à mettre leur vin en bouteille au domaine. Meilleure garantie de conservation pendant le transport outre-Atlantique et, surtout, garantie d'authenticité, le négoce français ayant depuis longtemps la mauvaise habitude de vendre sous l'étiquette Chablis. Des vins blancs de toute la Bourgogne et de sa périphérie, parfois fort lointaine, Lichine sert ensuite comme officier de renseignement pendant la guerre, passe par Chablis au moment de la libération et contribue à renforcer les liens entre le vignoble et le marché américain. Le prochain terme est Chardonnay. Le cépage roi des grands Bourgognes blancs est le Chardonnay, né des amours du Pinot Noir et du Gouais, comme le révèle son ADN. Il tire son nom du village éponyme du Mâconnais, sans doute baptisé du nom d'un Gaulois appelé Cardo. Mais il ne le porte que depuis les années 1685-1690. Encore sera-t-il jusqu'à la fin du XIXe siècle confondu avec le Pinot blanc. Comme son géniteur le Pinot Noir, il est capable de muter, et l'on voit parfois des plants virer spontanément en chardonnay rosé ou en chardonnay musqué, sur les terrains calcaires ou de marnes blanches bien exposées. Il donne le meilleur de lui-même. C'est en Montrachet, en Corton Charlemagne, dans les premiers crus de Meursault, dans certains climats des premiers crus de Beaune, qui concentrent des fragrances de boutons d'or, de tébureuse, de brioches grillées, de beurre frais, de noisettes, de miel, d'agrumes de mûre, de pêche blanche, de melon, parfois de cuir blanc. Il y acquiert une finesse, une ampleur, une complexité et une longueur en bouche à nul autre pareil, avec de la rondeur et du gras. Il n'a jamais la lourdeur entêtante qui l'accable dans les régions méditerranéennes ou subtropicales et qui plaît tant aux débutants, surtout lorsque le vin a affecté un passage en bois neuf ou pire, a subi une aromatisation au copeaux de chêne qui lui confère un goût vulgaire d'extrait synthétique de vanille. Les bonnes années, le chardonnay donne aussi de très beaux vins
de garde à Savigny-les-Beaunes, à Pernan-Vergelès, à Saint-Aubin ou à Saint-Romain, ainsi que dans les Hautes-Côtes de Beaune et de Nuit. Le prochain terme est cîteaux. Plus encore qu'à Cluny, on éprouve un sentiment de désolation à Cîteaux, dont il ne reste de l'immense abbaye que quelques bâtiments tardifs, rendant compte avec peine d'une aventure religieuse qui a tellement contribué à construire la France et l'Europe, tant sur le plan matériel, économique et technique qu'artistique, intellectuel et spirituel. Certes, ici ce ne sont que d'efficaces récupérateurs de matériaux de construction qui ont agi et non pas, comme sur la façade de Notre-Dame à Dijon, des idéologues barbares et résolus. Le résultat est le même. Cîteaux n'a pas eu assez longtemps la chance de Fontenay ou du Mont-Saint-Michel d'être détourné de sa fonction pour connaître une nouvelle vie qui aurait permis la sauvegarde de ses bâtiments, ni celle des cathédrales, basiliques et églises auxquelles la majorité des Français sont demeurés attachés afin d'y pratiquer leur religion, alors même que celle-ci était mal vue. Comme tant d'abbayes, une fois les moines dispersés et les biens fonciers vendus, l'immense édifice conventuel n'ayant tenté aucune administration ni aucun manufacturier. En dehors d'un sucrier qui a provisoirement utilisé l'un des bâtiments, seul un vendeur de matériaux de construction pouvait tirer profit des montagnes de pierres de taille, tuiles et ardoises, ferronneries et boiseries qu'il représentait. Il y en avait tant que les acheteurs manquaient. Le buffet d'orgue de l'église abbatiale, datant du milieu du XVIe siècle et dû au talent de Jean XI Loisier, a fini en bois de chauffage et l'étain des tuyaux a été fondu. Il n'y a pas d'excuse, mais il y a des raisons à ce vandalisme. L'Église, comme la noblesse, le roi le premier, n'avait pas compris que des réformes s'imposaient dans le domaine fiscal, par exemple, comme l'Église orthodoxe grecque d'aujourd'hui d'ailleurs. Vauban n'avait pas été écouté. Par ailleurs, une partie de la société française, y compris de l'élite, était déchristianisée. Et le clergé régulier comme séculier profitait douillettement de sa situation sans plus vivre d'une foi ardente, de celle qui déplace les montagnes comme lors de la fondation de Cîteaux. Les temps modernes avaient beaucoup affadi l'idéal cistercien, et nombre d'abbés commanditaires se contentaient de percevoir les immenses bénéfices de leur abbaye sans jamais y mettre les pieds, sans jamais diriger la prière des moines ni leur chapitre. Les moines eux-mêmes ne se courbaient plus guère sur leur houe comme au premier siècle de leur ordre, abandonnant les tâches agricoles à leurs convers et surtout à leurs fermiers. Faute de pouvoir recruter désormais assez des premiers, la destruction de cet héritage de pierre qui n'était plus considéré à la fin du XVIIIe siècle comme un patrimoine vénéré, était-elle pour autant nécessaire et fondatrice d'une ère nouvelle? Certes non, mais il en fut ainsi, comme de tout ce qui n'a plus d'utilité et surtout ce qui a cessé de parler aux imaginations et aux cœurs. Mis à part ça, l'histoire de Cîteaux est une longue litanie de calamités qui commence en 1297, avec un grand incendie, puis se poursuivent au fil des siècles avec diverses mises à sac au cours de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion en particulier. Chaque fois, le monastère est reconstruit, toujours plus vaste, toujours plus riche, de ces granges qui sont des fermes modèles, comme par exemple le clos de Vougeot, constitué à partir des premières années du XIIe siècle. Laboratoire d'une viticulture de haute qualité, malheureusement, les abbés sont de plus en plus absentéistes, comme par exemple Richelieu nommé en 1635 et qui n'y viendra jamais. Et la communauté abandonne l'idéal qu'il avait à l'origine distingué de Cluny pour se laisser aller au confort. Sous l'autorité contestée du dernier abbé, Dom Trouvé, qui la dirige depuis 1748, la communauté ne compte plus que 45 moines et 7 frères converses. Au printemps 1790. Un an plus tard, il ne reste que 15 moines et 5 frères, les autres étant retournés dans le siècle. L'une de leurs raisons de vivre a d'ailleurs été déménagée à Dijon. La bibliothèque, de plus de 10 000 volumes, les derniers religieux quittent l'abbaye, livrés à la pioche des démolisseurs.
Notre-Dame de Cîteaux compte aujourd'hui près de 40 religieux et a retrouvé un rayonnement mondial puisqu'elle est de nouveau chef d'un ordre en essor qui compte 2600 moines et 1900 moniales bernardines répartis sur tous les continents dans plus de 160 abbayes et monastères. Les bâtiments historiques ont été magnifiquement restaurés. On peut ne pas être sensible à l'architecture de la nouvelle église construite par l'architecte Denis Ouellarborough à l'occasion de la célébration du 9e centenaire ou aux chants liturgiques en français qui ont largement remplacé le grégorien. Mais après tout, ce sont les moines qui ont choisi ces formes et ces mélodies. Et c'est ce qui compte. C'est la sérénité et la simplicité qui émanent de ces lieux et surtout de ces hommes de Dieu qui entourent pour eux-mêmes et pour leurs contemporains une fenêtre sur l'absolu. Le prochain terme est moutarde. La moutarde est un consubstantiel à la Bourgogne, comme l'est la crème à la Normandie, l'aioli à la Provence ou le pesto à la Ligurie. Son onctuosité et son piquant mêlé sont pleinement en accord avec les manières volontiers mutines que l'on prête souvent à ses habitants. Et, en tout cas, si l'on ne veut pas tomber dans les clichés de la psychologie des peuples, qu'ils s'attribuent volontiers et que tant de leurs écrivains ont joyeusement cultivé au fil des siècles. Elle pique la langue, et les Bourguignons ont la langue bien pendue pour exprimer le piquant de la vie et les facéties des situations auxquelles l'humanité est confrontée. On imagine mal les Sénévols ou les Saintongeais se délecter de moutarde, ni même qu'elle leur monte au nez facilement. Ils ont d'autres manières de table, d'autres mœurs, et surtout une autre conception de l'existence et de ses fins dernières. La moutarde, condiment, sauce ou composante de sauce, témoigne comme d'autres spécialités régionales, comme le pain d'épices, les cornichons au vinaigre, le poulet au verjus, poisson à la cascamèche, qui est une sorte de cascamèche au vinaigre, de la survivance jusqu'à aujourd'hui de saveurs médiévales stimulantes et du goût de foudre, comme le proclamait jadis une publicité de la maison Amora dans une Bourgogne pourtant pleinement française depuis plus de 5 siècles. En se métissant, la cuisine bourguignonne a d'ailleurs adopté avec bonheur certains goûts venus de Paris, parmi lesquels l'usage de la crème, du beurre, des fonds et fumés et des viandes blanches et grasses. Les sauces mariant l'aigre, le doux, la mer et les épices sont demeurées nombreuses dans toutes les cuisines d'Europe, sauf en France, où elles en sont en grande partie disparues à la fin du XVIIe siècle. Citons la Worcestershire sauce, la Main sauce ou le ketchup des Anglais, la sauce verte de l'anguille préparée à la manière des Bourguignons du Nord que sont les Flamands, la sauce au réfort ou à la crème aigre des peuples germaniques et slaves, les escabèches méditerranéennes. Les racines médiévales de la moutarde pourraient induire une adjonction de miel ou de sucre. Elle en comportait parfois jadis, tout comme du mou de raisin qui servait originellement à la fabriquer et qui est naturellement doux. C'est d'ailleurs de nos jours encore un composant de la moutarde violette de Brive-la-Gaillarde, ou des moutardes foncées fort prisées dans les pays germaniques pour accompagner les saucisses. La mostarda italienne, dont Crémone est la capitale, est constituée de fruits d'hiver confits dans un sirop moutardé. Elle accompagne merveilleusement bien le bollito misto ou le fromage. Elle est aussi une survivance des saveurs médiévales et même antiques, puisque Columel mentionne une recette qui en est très proche. On trouve en revanche aujourd'hui en France toutes sortes de préparations à base de moutarde plus ou moins alambiquées, souvent édulcorées aux fruits, au miel, aux épices douces, mais rien n'égale la moutarde forte. Elle est un acte de résistance à la mièvrerie gustative du XXIe siècle, qui régresse dans la sucraille, y compris, hélas, dans la haute restauration gastronomique qui se plaît à cultiver les menus tout en dessert, comme les appelle Jean-Claude Ribaud. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir en espérant échanger avec vous de nouveau.